tout le monde, à ceux qui nous ont rejoints. Je pense que progressivement, d'autres participants vont nous rejoindre également pour ce nouveau webinar euh, présenté par un trio aujourd'hui. Et je remercie de ce travail et de cette préparation autour du thème TMA, stratégie et éléments clés autour de la TMA, avec un retour d'expérience de Pascal Arnaud, qui est responsable du département ERP et JD Edwards chez Seva, et puis avec la participation de son partenaire CGI, Anne-Sophie de la Varenne, directeur conseil service secteur JDE, et Eddy Crissan, chef de projet secteur JDE également. Vous verrez, ça va être vraiment un webinar plein d'informations intéressantes et plein de transparence. Et je remercie pour ce travail sincère qui a été préparé par les partenaires et par Pascal, qui ont bien voulu justement participer et organiser avec nous ce webinaire sur la TMA. Et puis, juste avant de démarrer, on voudrait vous partager aussi avec Laurine l'un de nos prochains événements. Peut-être vous avez pu nous entendre un peu discuter sur ces thématiques-là un peu avant de démarrer. Donc, ce prochain événement, en fait, qui sera un événement virtuel, c'est notre fameuse journée utilisateur. Donc, cette année, on a un petit peu contraint également de la faire sous forme de webinaire. Donc, le mardi 15 juin, de 9h30 à 12h30, avec un petit peu qui va s'articuler autour de 3 parties, en fait. Nous transformer ensemble. On fait intervenir le consultant Erwan Deves, que vous connaissez peut-être, qui intervient à la radio et qui est auteur de nombreux ouvrages passionnants, en fait, consultant en neuromanagement, neuroleadership, en fait, et donc qui va évoquer, en fait, les méthodes, les astuces pour se transformer, pour manager, pour innover et manager, etc. Une table ronde, la culture de l'innovation dans les organisations, avec Karine Picard, directrice générale d'Oracle France, et Erwan Deves, bien sûr, et puis plusieurs représentants de sociétés utilisateurs des produits Oracle, en fait, qui viendront partager leur façon d'innover et leur stratégie d'innovation au sein de leur entreprise, leurs astuces et leur réussite. Donc, ce sera également un moment fort et intéressant. Et enfin, comme à l'accoutumée, en fait, les réalisations remarquables, en fait, avec les révélations des trophées, les remises des trophées des clubs utilisateurs Oracle et l'élection du trophée coup de cœur. Donc, le rendez-vous, c'est mardi 15 juin, dès 9h30, et vous pouvez d'ores et déjà, en fait, vous inscrire sur le portail du site. Et voilà, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je vous laisse la parole, Pascal, Anne-Sophie et Eddy. Merci. Ok, bonjour à tout le monde. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez effectivement le voir. Tac. C'est bon pour vous? C'est bon. Bon. Ok, donc avant de revenir sur la TMA, je voulais vous donner quelques éléments de contexte sur l'organisation Seva autour de JDE et sur les éléments finalement de volumétrie qui nous ont aussi amené à nous poser des questions sur la pertinence d'une TMA. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Seva est organisé en instance JDE, une instance représentant une filiale qui peut être un campus ou une filiale de distribution uniquement. Et donc, on est, vous voyez sur les éléments de volumétrie, une croissance assez soutenue et assez remarquée sur les dernières années, avec 39 instances en 2018, 46 en 2019, 51 en 2020, et finalement encore cette année, quelques nouvelles instances qui viennent compléter notre paysage applicatif autour de JDE. En termes de volumétrie aussi d'utilisateurs, on a une croissance de l'ordre de 10% d'utilisateurs de l'année 2019 à 2020. En termes de volumétrie de gestion des incidents, donc ça c'était avant effectivement la mise en place de la TMA, on avait un backlog, donc un encours
au niveau des incidents qui étaient, on peut le dire, pas sous contrôle. On avait plus de 200 incidents tout début janvier 2020 qui étaient en cours et dont une grosse majorité, hein, donc plus de 30% des incidents, dont l'ancienneté était supérieure à 3 mois. Donc on peut imaginer la satisfaction client qui se dégageait derrière. Et par-dessus tout ça, on avait aussi un volume d'incidents assez important puisqu'on était à plus de 2700 incidents sur l'année. Et donc, c'est ces éléments de contexte-là qui nous ont amené aussi à nous positionner sur la mise en place d'une TMA. En termes d'organisation des équipes SEVA, on avait une équipe worldwide qui faisait du support sur le système JDE. Et quand on dit worldwide, hein, c'est bien des équipes aussi bien corporate que des équipes locales sur nos différentes plateformes. On verra la notion de plateforme un peu plus tard, mais donc c'est vraiment un ensemble de personnes répartis au travers du monde qui faisaient le support, qui représentait 13 FTE. Et je vais juste enlever ça. Et donc sur la partie programme manager, on voit bien qu'il y avait un déséquilibre finalement entre le support qu'on donnait finalement aux utilisateurs sur notre ERP et la partie projet, donc la capacité finalement à adresser de nouveaux projets dans la société, où on n'avait qu'une partie plus restreinte de FTE. Donc on avait un petit peu ce déséquilibre dans l'organisation sur cette gestion-là. Alors, et par-dessus tout ça, on est d'accord, on avait une croissance soutenue donc de l'ordre de 10%, même 12% là, en moyenne depuis le début de l'année 2000. Donc tout ça, ça vient corroler et ça venait alimenter notre réflexion sur la mise en place d'une TMA. Et donc, en complément de ça, on s'est posé quelques questions sur, voilà, si on revient à l'origine aujourd'hui du sujet, pourquoi on souhaitait mettre en place une TMA, quels étaient les principaux inducteurs. Donc, comme vous l'avez pu le comprendre, hein, un des premiers inducteurs, ça a été effectivement d'améliorer la satisfaction client. Alors, ça se mesure, il y a plusieurs éléments qui permettent de dire ça. Déjà, vous avez vu la volumétrie d'incidents qui était importante, avec une ancienneté quand même remarquable. La satisfaction client, effectivement, ce qu'on voulait adresser aussi au travers de la mise en place d'une TMA, c'est la continuité de service. C'est qu'effectivement, c'est s'affranchir finalement du turnover qu'on pouvait avoir dans les équipes internes, de toutes les aléas finalement qu'on pouvait avoir au niveau des backups, au niveau des absences. Donc, c'est effectivement pérenniser la situation au travers de la continuité de service. Ce qu'on a aussi pour mesurer notre satisfaction client, c'est on s'est attaché finalement à définir un certain nombre de KPI, à les mettre en œuvre et surtout à piloter notre activité justement pour orienter la satisfaction client sur le sujet. Et on le verra dans les chiffres qu'on va présenter tout à l'heure. On a obtenu des chiffres très significatifs, notamment sur la réduction du backlog, sur la réduction de l'ancienneté des incidents, mais aussi sur la satisfaction de nos clients internes au travers de témoignages qu'on a au quotidien. Finalement, une vraie relation de confiance s'est instaurée entre le partenaire CGI et puis nos clients internes. L'objectif aussi, c'était, comme je vous l'ai dit, c'était d'accompagner et de supporter la croissance du groupe. Vous l'avez vu, on a une croissance soutenue de 10% par an, et même la pandémie finalement n'a pas freiné nos ambitions. On continue à grossir de manière significative d'année en année. Vous l'avez vu, le nombre de filiales augmente, donc ça veut dire le nombre d'instances qu'on déploie sous JDE augmente, et donc le nombre d'utilisateurs aussi. Donc ce qu'on voulait aussi dans le dispositif, c'est avoir finalement une certaine flexibilité dans la gestion contractuelle et dans la gestion de la TMA, hein, aussi bien à la baisse qu'à la hausse, parce qu'effectivement, il peut y avoir des aléas. On a tous en mémoire la pandémie, mais voilà, donc ça peut être orienté aussi bien à la hausse comme à la baisse. On voulait garder cette flexibilité. On voulait garder aussi une certaine évolutivité. Donc, on a parlé de croissance, donc on a parlé de nouvelles filiales, nouveaux utilisateurs, mais d'un autre côté, on avait aussi un certain nombre de projets à adresser. Et donc, ces projets-là, finalement, une fois qu'ils sont délivrés, ils arrivent naturellement dans l'équipe de run.
du support. Et donc, on voulait avoir cette flexibilité-là de pouvoir intégrer finalement tous les projets et tous les nouveaux sujets, de les intégrer dans l'équipe TMA. On avait, je vous l'ai présenté dans les premiers chiffres, on avait un déséquilibre entre l'équipe qui faisait du support au niveau worldwide et puis la capacité à adresser des projets. Donc ce déséquilibre-là, clairement, il n'était pas en la faveur de Seva. Et ce qu'on voulait, c'est augmenter notre capacité aussi à traiter des projets stratégiques pour la société et donc quelque part ne plus avoir à gérer le quotidien des incidents et donc de s'appuyer sur CGI, notre partenaire, pour réaliser ces opérations. Ce qu'on voulait aussi mettre en place au travers d'une TMA, c'est quelque part augmenter la qualité des livrables qu'on pouvait avoir. Et la TMA, c'est un très bon révélateur et c'est un très bon élément aussi pour nous aider à appuyer cette démarche-là de qualité. Alors sans trop en faire, hein, parce que l'idée, c'est pas non plus de faire de la surqualité, mais quelque part, le passage, hein, je vais prendre l'exemple du passage du mode projet au mode run, au mode récurrent, quelque part, on sollicite les équipes TMA qui vont prendre en compte le sujet, et donc il y a un certain formalisme et donc un certain niveau de qualité attendu par le partenaire auquel on doit répondre au travers des projets. Donc tout ça, c'est vertueux et ça permet d'augmenter quelque part notre qualité délivrable aussi sur le projet. Réduire les coûts de fonctionnement, ça c'était aussi un objectif. Hein. Faut évidemment, bien sûr, qu'il y a toujours cet aspect-là. J'ai une slide dédiée un peu plus loin qui vous expliquera dans quelle proportion finalement on a réduit les coûts. Ça s'est fait aussi au travers d'une certaine idée de l'industrialisation et de la professionnalisation. C'est clair qu'en s'appuyant sur des équipes dont c'est le métier, avec des partenaires dont c'est le métier, effectivement, au quotidien, ben, on gagne, c'est un accélérateur et on gagne en professionnalisation, on industrialise des processus, des rituels qui sont plus difficiles à faire avec les équipes internes. Et donc ça, effectivement, tout ça vient augmenter notre capacité à gagner en efficacité. Un des objectifs aussi que l'on avait lors de la mise en place d'une TMA, c'était développer l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'au-delà de traiter des incidents, pour traiter des incidents, on avait une vraie volonté d'améliorer notre système. Et donc, quelque part, au travers de la gestion des problèmes, hein, c'était de vraiment rechercher systématiquement quelle était la route cause de ces incidents et de les traiter. Voilà. Donc, on s'est attaché, et Eddy en parlera tout à l'heure au travers du processus de gestion des problèmes qu'on a mis en place. Voilà, on s'est attaché à améliorer au quotidien notre système pour aussi quelque part améliorer la satisfaction de nos clients. Ça, c'était un des aspects, c'était la gestion des problèmes. Il y a un deuxième aspect aussi qu'on a développé lors de la mise en place de cette TMA, c'était tout ce qui était support niveau 1. Alors par support niveau 1, on entend tous les incidents finalement qui peuvent être formalisés, procédurés et quelque part facilement externalisables à encore des sociétés dont c'est le métier, à plus faible coût. Éventuellement, on peut envisager aussi cet aspect-là. Voilà, c'était vraiment l'idée de formalisation ici et d'externalisation qui nous a animés sur ce point-là. Également, ce qu'on avait en tête lors de la mise en place de la TMA, c'est qu'on voulait s'inscrire dans une stratégie globale Seva du support, dans lequel on avait on a une empreinte au niveau mondial, et donc on a des plateformes. Donc ces plateformes, c'est des entités géographiques avec des compétences plus ou moins affirmées et plus ou moins présentes sur JDE. Donc on avait 5 plateformes, hein, vous voyez les pays. On avait aussi dans la stratégie de support, et ces plateformes devaient quelque part répondre à un premier niveau de support. Le niveau corporate devait répondre quelque part au support de niveau 2 et de niveau 3. Et c'est pour ce support niveau 2, niveau 3 qu'on s'est appuyé sur notre partenaire CGI. Et en corollaire de ça, on a aussi professionnalisé en interne notre stratégie de support en créant et en mettant en place un profil de Run Manager. Donc le Run Manager étant une personne interne qui assure finalement la coordination entre les équipes TMA, CGI, les plateformes et l'ensemble finalement de la communauté utilisatrice
côté CEVA. Voilà, donc ça, on le reverra un peu plus tard dans les succès et puis les facteurs pour limiter les risques. La mise en place d'un run manager, c'était un élément clé dans le succès de la mise en place d'une TMA. Eddy, je te passe la parole. Oui. Donc, pour répondre à tous ces enjeux qu'a listé Pascal, que ce soit en termes d'amélioration continue ou à des enjeux un peu plus stratégiques, un peu plus long terme, la mise en place de la TMA se fait vraiment sur plusieurs années. C'est un programme avec plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est la mise en place vraiment en tant que telle, avec cette phase de transition qu'Anne-Sophie va détailler un peu plus tard, qu'on appelle aussi phase de ramp-up. Donc, c'est vraiment le focus, c'est la montée en compétences et vraiment l'autonomie de l'équipe TMA pour vraiment libérer déjà à ce niveau-là les ressources CEVA pour basculer sur une activité beaucoup plus projet. Ces différentes phases de transition, et ensuite on passe à un régime de croisière au bout de la première année, et deuxième, troisième année, toutes ces phases-là, elles se mesurent et elles se valident avec des indicateurs. Donc à la fin de la première année, on met en place des SLA et ensuite on continue à mesurer la qualité de service, notamment à travers ces SLA, mais aussi à travers notre capacité à réduire le volume de tickets sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et la validation de ces objectifs et ces indicateurs se fait à travers notre système de gouvernance et notre comité stratégique qu'on va évoquer notamment un peu plus tard. Donc, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que les bénéfices arrivent assez vite sur la libération des ressources sur cette partie projet, mais on continue vraiment dans une phase, dans une logique d'optimisation sur 1 an, 2 ans, 3 ans, en revoyant les objectifs ensemble et en continuant à faire avancer cette TMA à un peu plus long terme. Ouais, pour compléter ce que dit Eddy, en fait, comme l'a dit Pascal, on avait un vrai enjeu d'apporter de l'amélioration continue. Et je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une TMA, ce n'est pas juste une machine à traiter des tickets de support. Pour qu'elle soit efficace, il faut vraiment qu'on apporte de la valeur et donc on puisse réduire soit le nombre de tickets, soit apporter de la formation, etc. Et c'était un des vrais enjeux de la mise en place de la TMA, c'était que CGI puisse apporter de la valeur à CEVA par l'industrialisation, par la gestion de problèmes management. Donc, dès le début en fait, de notre montée en charge, on a très vite été focusé sur comment on peut aider CEVA à réduire ses coûts de support. Je peux passer au slide suivant, Eddy, si tu veux. Donc, rapidement, sans forcément détailler, mais donc, la phase de transfert de compétences, c'est la phase qui est la plus délicate, qui va présager ensuite du succès de la mise en place de la TMA. Donc, elle nécessite de la préparation, d'anticipation et puis du temps. Du temps de tout le monde, du temps du client. Il faut qu'on puisse avoir les bons acteurs en face pour absorber la compétence et les spécificités du client. Et puis, il faut aussi du temps de l'équipe CGI ou de l'équipe prestataire, bien évidemment. C'est un investissement en temps et en coût, mais qui est pour moi indispensable pour préparer après sereinement le mode run et les années suivantes. Il ne faut pas négliger la durée, pas négliger l'effort de cette phase. La durée, elle va être assez dépendante du nombre de spécifiques ou de spécificités du client. Bien évidemment, si vous avez un ERP qui est full standard, le prestataire, son métier, c'est de connaître parfaitement l'ERP. Donc, cette phase de transition, elle sera normalement très faible. Plus il va y avoir de spécifiques, plus il va y avoir d'interfaces entre l'ERP et d'autres systèmes connexes, plus ça va demander du temps. Chez CEVA, on avait imaginé un transfert de compétences sur 3 mois. Globalement, on a tenu quasiment les délais, on a légèrement dépassé sur un des domaines fonctionnels. C'est vrai qu'au début, ça peut paraître important, 3 mois, mais finalement, c'est vraiment le temps qui nous a été nécessaire pour qu'on puisse être autonome. Pendant cette phase aussi, il est important de mobiliser les bonnes ressources. J'en ai parlé, les bonnes ressources clients. Il faut que les bons acteurs côté DSI soient présents, donc les responsables de domaine, parfois les gens du métier aussi. C'est aussi le moment où on va apprendre à travailler les uns avec les autres. Je préconise que même si les TMA, on peut le faire très souvent à distance,
que sur cette phase, on soit le plus souvent ensemble. Alors, en période de crise, c'est un peu compliqué, mais heureusement, ça s'est passé avant la crise pour nous. Donc, c'est aussi une aventure humaine, la TMA. C'est pas toujours très drôle de faire la TMA. On est souvent sur des sujets urgents, critiques. Donc, il faut vraiment apprendre à se connaître et à apprécier à travailler ensemble. Donc, nous, sur cette phase, on avait imaginé des interventions assez régulières sur site client. Donc, on s'est déplaçait parce que l'équipe était plutôt sur Paris et puis c'est là et sur Libourne. Mais il ne faut pas négliger aussi l'aspect humain voilà, sur cette phase. Ensuite, sur les ressources à positionner côté prestataire sur les TMA, je pense qu'on a souvent tendance à penser qu'une TMA, c'est facile. On peut mettre des ressources plutôt juniors, en tout cas que c'est plus facile qu'un projet. Moi, je suis plutôt persuadée du contraire, ou en tout cas, c'est pas plus facile. C'est d'autant moins facile que le RP est mature, parce que plus on avance dans le temps, plus les projets, plus les tickets simples, finalement, ils sont derrière nous et on a de plus en plus de tickets compliqués. Donc, il est important, et surtout au début, de mettre des profils seniors, d'une part parce que ça va plus vite pour prendre le transfert de co, et d'autre part, parce que c'est important aussi de commencer dès le début, d'imaginer, d'initialiser le plan d'amélioration continue. Et si on veut apporter de la valeur aux clients, il faut mettre des consultants seniors pour qu'ils ne fassent pas que corriger traiter des incidents, mais identifier des problèmes. Donc, je trouve que c'est toujours plus facile en plus pour un prestataire de junioriser une équipe que de la senioriser. Donc, on a positionné dès le début des consultants plutôt très seniors et au fil de l'eau, en fonction des domaines, pas forcément sur tous les domaines, on a, si besoin, juniorisé l'équipe. C'est aussi pendant cette phase qu'on va ajuster notre dispositif en termes de périmètre entre le moment où on a répondu à un appel d'offres, où on a travaillé ensemble sur la constitution de l'équipe et puis la réalité du terrain, peut y avoir des écarts. Des écarts dans le périmètre. On n'a pas vu tout le périmètre, donc il nous manque parfois certaines compétences. Des écarts dans le volume. Typiquement, chez Seva, on n'avait pas forcément estimé le volume important sur la finance. On pensait que la finance était plutôt plus simple et finalement, ça s'est avéré pas forcément plus compliqué, mais en tout cas plus coûteux en termes de temps. Donc, on a ajusté l'équipe. On a mis plus de consultants finance que ce qu'on avait prévu dès le début. Et puis après, on ajuste la seniorité en fonction des domaines. Voilà, ce n'était pas forcément ce qu'on avait prévu au début. Donc, ça demande un pilotage assez renforcé, encore plus qu'en phase run. De mémoire, on avait instauré un comité toutes les semaines sur cette partie-là, avec des suivis de KPI très précis sur notre autonomie, la montée en compétences, etc. J'en ai parlé, mais c'est aussi le moment où on initialise le plan d'amélioration continue avec le client. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous apporter, dans quel sens on travaille. Et puis enfin, il ne faut pas négliger pendant cette phase l'accompagnement, voire avant cette phase. C'est-à-dire qu'il faut que le prestataire arrive dans de bonnes conditions. Il ne faut pas que le client ou que les acteurs qui faisaient le support avant aient l'impression qu'on leur enlève du travail. Ça doit être vraiment vu comme une aide. Et donc, l'arrivée du prestataire doit être préparée pour que le transfert puisse se faire dans de bonnes conditions. Sur ces 3 mois, bien évidemment, on n'a pas été non productif. La phase de transfert théorique, elle doit être assez rapide. Même si on a besoin du client, il ne faut pas qu'on monopolise tout votre temps, parce que bien souvent, vous avez un autre métier que faire de la TMA et du support. Donc, on avait fait une phase de transfert théorique assez rapide. On avait même fait en moins d'1 mois. On avait préparé des ateliers, un atelier aller, on revenait, nous, travailler, comprendre les documents, regarder dans le RP, et un atelier retour avec le client pour restituer notre compréhension du domaine ou du sous-domaine fonctionnel. Donc, on avait quand même essayé de faire en sorte de ne pas monopoliser trop les équipes DSI et métiers. Et puis, très vite, on est rentré dans l'opérationnel, ce qu'on appelle la production sous contrôle. Donc, on prend la main, mais on n'est pas encore complètement autonome et complètement en capacité de traiter tous les incidents.
sur les 3 mois, on va dire la non-productivité, elle reste assez faible en fait. Donc c'est un investissement en coût, mais pas tant que ça. Hein. De mémoire, en moyenne sur les 3 mois, notre productivité elle était de 70 à 80%. Donc très vite quand même, on est opérationnel. Donc il ne faut pas voir ça comme une phase de 3 mois où le prestataire est payé juste à faire de la prise de call. Non, il y a une vraie activité. Et finalement, il faut plus le voir comme une phase d'ajustement d'équipe, d'ajustement de seniorité, de comment on travaille ensemble, définir les process, ajuster le pilotage, comme une phase qui sert juste à faire de la prise de call. En termes de périmètre, donc on avait défini avec Pascal et Anne-Sophie, dans cette phase initiale de ramp-up et un petit peu au préalable aussi, le périmètre en termes d'activité. Donc, que ce soit au niveau support, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, l'amélioration continue qui va avec et qui est clé, comme on l'a évoqué, et toute la partie un peu plus projet évolutive, le change management, le développement, la livraison des packages autour de JDE et puis toute l'expertise qu'on peut apporter autour de JDE. Donc, on a prévu vraiment un panel d'activités assez large et une couverture fonctionnelle aussi, de la même manière, sur tous les modules utilisés par Seva sur JDE, que ce soit supply ou finance ou production. L'important, c'est qu'on a pu adapter notre activité au fur et à mesure du temps, notamment sur le support où on a fait beaucoup moins de support niveau 1 que prévu, par exemple. Pareil pour la partie développement et package delivery, où Seva a une équipe interne assez forte. Donc, on a pu refaire notre dispositif, que ce soit en termes d'activité, où on a renforcé la partie support et problème management, mais aussi d'un point de vue fonctionnel, comme l'a dit Anne-Sophie. La finance et la comptabilité prennent une place assez importante au sein de chez Seva. Le fait de faire des clôtures mensuelles, annuelles sur un grand nombre de filiales, ça ajoute quand même une certaine complexité. Donc, il a fallu renforcer cette partie-là. La clé, c'est la flexibilité et c'est à travers les différents comités, travailler avec Seva pour vraiment mettre le doigt sur les activités qui pêchent et adapter le dispositif le plus rapidement possible. Et c'est là que CGI offre une flexibilité intéressante à ce niveau-là, en renforçant notamment autour de JDE les différents pôles qui en ont besoin. Un autre point important aussi, c'est qu'en libérant des ressources Seva sur cette partie projet, il y a eu une vraie accélération des projets chez Seva, notamment autour de la production, de la comptabilité industrielle par exemple. Donc cette couverture fonctionnelle, elle bouge, elle est vivante. Il faut savoir intégrer des activités, intégrer des périmètres autour de la TMA. Donc, il faut vraiment garder une flexibilité dans le travail et dans l'organisation pour pouvoir répondre à tous les enjeux qu'on a listés. Donc, sur le slide suivant, merci Pascal. Le problème management, comme on l'a évoqué, c'est vraiment clé pour garantir le succès de la TMA et répondre à tous les objectifs. Donc, notre méthode, c'est une revue mensuelle, d'abord, premier point, à la fin de chaque exercice, de regarder tout le volume de tickets qui est arrivé, faire des analyses croisées par différents axes. Donc là, on va s'appuyer sur les différents outils qui ont mis en place Seva de gestion des tickets. L'objectif étant de détecter toutes les récurrences, tous les tickets qui reviennent, tous les problèmes qu'on résout en une fois, mais qui en reviennent, que ce soit à plusieurs périodes ou sur plusieurs utilisateurs sur plusieurs pays. Et ensuite, la troisième étape, c'est qu'on va valider avec Seva qu'on a identifié une récurrence, on a identifié un problème et qu'on veut faire vraiment une analyse approfondie. L'objectif étant d'éliminer ce volume de tickets de manière définitive. Donc là, les questions se posent de combien de tickets sont concernés par ce problème? Est-ce que combien de temps on va prendre ces analyses approfondies? Il faut se poser la question aussi du ROI de cette analyse. Et on va pouvoir ensuite investir du temps pour faire des analyses approfondies, développer des solutions et les mettre en place dans le process change management qui est en place chez Seva pour régler le problème de manière durable. L'objectif, comme l'a évoqué Pascal, c'est de fiabiliser la solution, qu'elle soit complètement pérenne et de la rendre stable pour pouvoir assurer la croissance, que ce soit organique ou en termes de projet fonctionnel. Donc, ce problème management, il se fait en continu. Ce n'est pas une activité ponctuelle, c'est vraiment, ça fait partie de notre activité. C'est quelque chose qu'on voit en comité, que ce soit hebdomadaire ou mensuel. On a adapté notre gouvernance aussi, on va l'évoquer juste après pour en prendre compte. Et l'équipe
CGI aujourd'hui est complètement sensibilisé et c'est un enjeu vraiment majeur. On est, comme l'a dit Anne-Sophie, on n'est pas là juste pour traiter les tickets, on n'est pas dans l'acceptation du ticket, on est dans l'objectif, c'est vraiment de fiabiliser la plateforme et de régler les problèmes à long terme. En termes de résultats, on a une backlog de problèmes qui est aujourd'hui, on travaille sur une vingtaine de problèmes en même temps, sur tous les domaines fonctionnels confondus. Sur l'année 2020, on a résolu 12 problèmes et on a pu éviter, entre guillemets, environ 400 tickets. Donc, c'est vraiment pas négligeable. L'impact, il est continu. Et au fur et à mesure que J2 évolue avec les projets, avec les différentes évolutions qui se mettent en place, il faut continuer les analyses, continuer l'activité de problem management et il faut mettre ça en relation, comme je disais, avec la croissance autour de J2E chez Seva. Le nombre de tickets va augmenter de manière naturelle avec la croissance, le nombre d'utilisateurs, avec les projets. Le problem management est vraiment pour le réduire et vraiment pour répondre à l'enjeu d'économie de coûts qu'avait s'était fixé Seva. Donc, vraiment de réduire le volume actuel et à long terme. Donc, c'est une activité qui continue. On continue, comme vous voyez sur le graphe à gauche, d'identifier tous les mois des problèmes. On travaille avec le Run Manager pour valider le problème, les solutions et essayer de les mettre en place dans un process change management qui aujourd'hui est assez rodé. Ok, je reprends juste la main sur les résultats obtenus. C'est dans la continuité de ce qu'a présenté Idi sur les problèmes. C'était pour illustrer un petit peu juste sur deux indicateurs dont on a parlé aussi au début de la présentation. Au niveau de l'encours des incidents, vous voyez, on a débuté tout début janvier lorsque la TMA a été effective avec un volume de 200 tickets. En fin d'année, la volumétrie des incidents a été divisée par 2. Donc, on était en dessous de 100 sur cette volumétrie. Donc, c'est quand même des progrès significatifs qui ont été rendus possibles grâce à la mise en place de cette TMA et au professionnalisme de CGI. De la même manière, et là, ça va rejoindre la satisfaction client, finalement, c'est d'avoir des incidents qui sont aussi traités dans les temps, avec un temps de réponse acceptable. Et donc, l'ancienneté, la seniorité finalement des incidents, on voit, on est passé de 82 incidents de plus de 3 mois à seulement 17 en fin d'année. Donc là, on est sur une réduction de plus de 80%. Donc, c'est toujours pareil, rendu possible grâce à la mise en place de cette TMA. Le modèle de gouvernance, il est initial, qui a été conçu pour la mise en place de la TMA, il est classique. Un premier niveau, côté CGI en interne, un delimiting quotidien. L'objectif, là, c'est vraiment d'avoir un œil constant sur tout ce qui se passe autour du support, gérer toutes les urgences, s'assurer que tout est bien sous contrôle. Un point hebdomadaire avec le Run Manager et Pascal également, qu'on appelle comité de projet, où là, le focus est plutôt opérationnel. On revoit les indicateurs de la semaine, le volume de tickets, on prend les décisions, les arbitrages sur les sujets en cours. Un comité de pilotage, là aussi, c'est assez classique, avec Anne-Sophie, les différents intervenants et responsables aussi côté Seva, où là, on va voir de manière un peu plus stratégique l'avancement des indicateurs, adapter le dispositif quand il faut et prendre des décisions. Et le comité qui est clé, c'est vraiment le comité stratégique pour suivre la mise en place et le succès de cette TMA et s'assurer qu'elle va dans la bonne direction et qu'on répond vraiment aux enjeux. Donc, il est trimestriel, on peut faire des revues annuelles aussi également. C'est là qu'on va adapter le dispositif, c'est là qu'on va se poser les questions de mettre en place des indicateurs supplémentaires. On va analyser ensemble l'évolution du périmètre et les résultats de la TMA et se projeter sur les périodes à venir. Ce modèle initial, on l'a enrichi avec les différentes activités qui sont mises en place chez Seva. En libérant des ressources de la TMA, on a donné la main à Seva et ils l'ont très bien fait. Ils ont accéléré toute la partie projet et toute la partie évolution. Donc, CGI a mis en place des ressources supplémentaires pour répondre à cette demande, pour les aider. Donc, il a fallu suivre un grand volume d'évolution à travers un comité hebdomadaire pour suivre tous ces changes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on travaille aussi avec le Run Manager toutes les semaines. On regarde les sujets en cours, on arbitre, on revoit le planning ensemble. Management, c'est une activité qu'on veut vraiment intégrer dans la TMA de manière approfondie. Donc, il a fallu un comité hebdomadaire pour suivre ces sujets, les prioriser
décider ceux qu'on va, une fois qu'on a conçu les solutions, celles qu'on va mettre en place en premier, et voir aussi l'impact que ça a sur le support en termes de tickets qu'on aura économisé. Donc, le modèle de gouvernance, il faut vraiment l'adapter aux activités et aux enjeux qui sont attendus par CEVA pour la mise en place de cette TMA. Ok, donc en termes de chiffres financiers, j'ai essayé de représenter un petit peu la traduction de la mise en place de la TMA. Alors, vous retrouvez là les chiffres en termes de FTE sur le support en 2019 et sur l'équipe projet et également, donc les 13 et les 5 FTE sur ces domaines-là. Vous voyez comment ça s'est traduit, la mise en place de la TMA, comment s'est traduit ce rééquilibrage finalement sur les équipes support. Donc, on est revenu avec du support worldwide, voilà, quasiment divisé par 2, et à l'inverse, une équipe qui était en capacité à gérer des projets fortement, qui a augmenté également de plusieurs ETP. Alors, si on se réfère en termes de coûts, effectivement, si on prend l'année 2020 comme la référence, effectivement, avec une base 100, on s'aperçoit que si on était resté sur le dispositif sans TMA, effectivement, en 2021, en 2022, nos coûts d'exploitation du run auraient augmenté de la même manière qu'ils ont augmenté les années précédentes, c'est-à-dire à peu près de 10% par an, et donc on aurait obtenu une base 110 en 2021 et une base 121 en 2022. À l'inverse, ce qu'on a pu mesurer avec la mise en place de la TMA, c'est que dès l'année 2020, effectivement, on a ce retour sur investissement avec des coûts qui sont inférieurs à ce qu'aurait été l'équipe support sans la TMA côté CEVA. Et en plus, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la croissance finalement de l'augmentation de coûts avec le dispositif de la TMA augmente beaucoup moins vite que ce qu'on avait sur notre modèle traditionnel, effectivement, parce qu'on a cherché à mettre en place une solution flexible, une solution évolutive, et donc on voit effectivement les coûts qui augmentent beaucoup moins vite que ce qui aurait été sans la TMA. Donc, en synthèse sur ces chiffres financiers, hein, effectivement, le point très important, c'est qu'on a un retour sur investissement dès la première année. Donc ça, enfin, en tout cas pour CEVA, et grâce au dispositif qu'on a mis en place avec CGI, on a pu obtenir ces chiffres très importants. De la même manière, ça a dégagé des ressources sur les projets. Donc là, aujourd'hui, on l'a schématisé, on a 3 FTE dorénavant qui sont capables à adresser des projets, donc à adresser des sujets stratégiques pour la société, pour le développement et accompagner le développement de CEVA. Et de la même manière, alors la pandémie est passée par là, mais effectivement, on a fait des économies de 3 FTE qui, en temps normal, auraient dû être consacrés au projet. Mais bon, l'histoire fait qu'effectivement, on a dû s'adapter aussi à la situation sanitaire. Des points de vigilance néanmoins, effectivement, le dispositif que l'on a effectivement avec la phase de ramp-up et après la phase d'exploitation fait qu'on a une partie amortissement qu'il faut prendre en compte dans nos bilans. Donc voilà, c'est un choix aussi c'est un choix financier qu'il faut adresser dès le début du projet. Comment on amortit cette phase de ramp-up et quelle est la durée finalement de la phase de ramp-up que l'on considère à amortir. De la même manière, cette flexibilité, cette évolutivité de la TMA, elle nécessite une surveillance quelque part hebdomadaire, et c'est ce qui est mis en place au travers des comités hebdo avec le Run Manager, pour effectivement s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive, et surtout qu'on puisse ajuster le dispositif de la meilleure manière en fonction des éléments passé, mais aussi de ce qu'on prévoit à l'avenir, notamment en période de clôture financière, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un monitoring qu'il faut quand même prendre en compte dans le dispositif, et donc qui est aujourd'hui assuré à la fois par le Run Manager côté CEVA, mais aussi par le responsable, donc en l'occurrence Eddy côté CGI. Alors, si on se projette un peu sur la suite et sur finalement comment on est monté progressivement en puissance sur la TMA, si on résume hein, pour schématiser, la première année, c'était vraiment effectivement l'année de la stabilisation, de l'industrialisation. Donc, on a industrialisé les processus, hein, la gestion des incidents en interne, la gestion des problèmes, la mise en place de cette gestion des problèmes aussi, ça permet d'industrialiser. Comme l'a dit Eddy,
durant cette première année, on a adapté nos dispositifs, on l'a fiabilisé, on l'a éprouvé. Donc tout ça, c'est ce que j'appelle l'industrialisation des processus. Tout ça, ça prend un peu de temps, mais finalement, c'est bénéfique sur le long terme. Ensuite, ce qu'on a de suite aussi mis en place, c'est des indicateurs. Donc on s'est mis d'accord sur les indicateurs à mettre en place, à suivre, et une fois qu'on les avait stabilisés, effectivement, tout l'intérêt de ces indicateurs, c'était de piloter la prestation par les indicateurs. Donc ça, c'est un élément notable. Et ensuite, sur l'année qui, donc en l'occurrence sur l'année actuelle, ce qu'on s'attache à faire, c'est maintenant qu'on a effectivement des KPI qui sont éprouvés, pour lesquels on a confiance et sur lesquels on a piloté la prestation par les KPI durant la première année, on va définir des niveaux de service, donc des fameux SLA. Donc on est en train de les définir. On est en train de, donc ils sont en place aujourd'hui. On est en train de les éprouver, hein, et derrière, globalement, c'est au travers de ces SLA qu'on va aussi piloter la prestation. Donc ça, c'est un élément aussi à noter. Comme l'a dit Eddy, la TMA, c'est la gestion des incidents, certes, mais pas que. Et donc, nous, ce qu'on a souhaité aussi au travers de la mise en place de la TMA, c'est étendre un petit peu le périmètre des activités au travers d'un centre de service. Donc, il va nous permettre de gérer des changes, par exemple, ou des demandes cataloguées. Et donc, c'est aussi un élément, je pense, d'amélioration et de gain en productivité qu'on doit aller chercher au travers de la mise en place d'une TMA. C'est finalement tout ce qui va pouvoir être clairement formalisé, donc les catalogues de services, les demandes cataloguées. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on souhaite mettre en place sur l'année 2, toujours pareil, pour gagner en efficacité et gagner en productivité. Alors si j'essaie un petit peu de résumer la présentation, hein, sur quels ont été les éléments de succès, bon, c'est clair que vu du client, donc en vue de Seva, la satisfaction client était au rendez-vous. Il y a eu de nombreux témoignages de personnes, que ce soit de key users ou d'utilisateurs qui effectivement ont noté une amélioration dans la qualité du support. Donc ça, c'était un succès. De la même manière, ça c'est plus contractuel, mais le fait d'avoir cette souplesse au niveau contractuel et de pouvoir gérer finalement la TMA et d'adapter les dispositifs de manière assez flexible à la hausse comme à la baisse, hein. Donc nous on a pu éprouver finalement les deux situations, donc au travers, mettons, d'une gestion de coût unitaire du ticket, par exemple. Tout ça, cette gestion contractuelle, c'était un vrai succès, et j'incite les futurs clients à s'orienter vers ce mode de fonctionnement. De la même manière, l'amélioration continue, et au travers de la gestion des problèmes, c'est un vrai succès. Donc on pérennise la solution, on augmente aussi la satisfaction client, parce que finalement, on va faire disparaître un certain nombre de tickets récurrents qui sont toujours un petit peu agaçants vu de la communauté utilisatrice. Donc effectivement, tout ce sujet d'amélioration continue, c'est un vrai succès. Et le dispositif qui a été mis en place, hein, il a été évolutif, effectivement. Ça a été très bénéfique. Ça s'est traduit, la mise en place de la TMA, par la gestion de projet, l'accélération de la gestion des projets en interne, et donc finalement notre capacité à accompagner, nous, informatiques, le business dans le déploiement de nouvelles solutions, et à traiter finalement des valeurs à plus de forte valeur ajoutée et stratégiques pour la société. Dans les succès aussi, on notera la réduction des coûts de fonctionnement. Donc je voulais présenter schématiquement sur les slides précédentes. Dès la première année, un retour sur investissement. Et ce qu'il ne faut pas perdre aussi de vue, c'est que finalement, la croissance et le coût de la TMA sur les années suivantes, donc au travers de la croissance de Seva, augmente beaucoup moins vite qu'un mode de support traditionnel fait avec des équipes internes. Alors, si je peux essayer de donner quelques éléments pour limiter les risques et pour que la TMA finalement soit un succès, et Anne-Sophie en a parlé également, c'est finalement cette période de ramp-up dans laquelle il y a les échanges et la passation se fait entre les équipes internes et puis le partenaire. Il faut la sécuriser. Donc, elle a été sécurisée de plusieurs manières. La première chose, effectivement, c'est la compétence des personnes. Donc, non seulement côté Seva, nous avons mis les bonnes personnes
cette phase de transition, mais aussi côté partenaire CGI, effectivement, la seniorité des gens a été très importante. Ensuite, le deuxième élément, c'est, comme on l'a dit, c'est vrai qu'on est dans une période un peu actuelle où les rencontres sont plus difficiles, mais c'est clair qu'à un moment donné, des échanges et le travail d'équipe a son importance, et le fait de faire rencontrer les gens, de travailler ensemble à minima sur quelques ateliers, ça renforce l'équipe, et ça va faciliter derrière les échanges dans cette phase de ramp-up et derrière sur la phase de run. Toujours pour limiter les risques, ça rejoint un petit peu ce que je disais, CGI n'a pas hésité finalement à mettre des compétences très expérimentées sur les premiers mois pour sécuriser finalement cette période de transition. Et ça, je pense que ça, c'était un élément clé du succès. Et derrière, effectivement, ça a pu aussi permettre la montée en compétences d'autres équipes plus juniors et de faciliter et d'obtenir aussi, nous, nos attentes, qui étaient finalement la continuité de service. Voilà, tout ça, ça contribue à faciliter la continuité de service pour Seva. La flexibilité, le périmètre, effectivement, on a la capacité finalement à avoir un coût unitaire du ticket, ça nous permet d'adapter le dispositif assez facilement, à la hausse comme à la baisse, et la flexibilité aussi du partenaire en lui-même est un élément essentiel. Ce qu'on a noté aussi pour limiter les risques, c'est qu'au-delà de, comme on l'a dit, une TMA, ce n'est pas fait que pour gérer des tickets, et puis les individus aussi ne s'épanouissent pas tous aussi dans la gestion pure et simple des tickets. Donc, on a essayé collectivement de faire adhérer l'équipe des TMA à l'amélioration continue, donc à la gestion des problèmes. Donc, finalement, à avoir quelque part une approche mini-projet sur des sujets, et donc à sensibiliser l'équipe, à les impliquer dans la vie de la TMA. Et ça, c'est un élément effectivement qui permet de limiter les risques effectivement de gens qui souhaitent quitter la TMA, et donc qui assurent quelque part la satisfaction du client. Et dans les deux derniers éléments pour limiter les risques finalement et pour finalement assurer le succès d'une TMA, la création du rôle de run manager côté Seva, je pense que pour nous, c'était un élément clé, parce que c'est quelqu'un finalement qui a pu apporter ce lien entre l'interne, les utilisateurs, les équipes IT internes, et puis le responsable de TMA, en l'occurrence Eddy. Et je pense que également d'avoir une personne très impliquée et avec une seniorité et des compétences affirmées sur la TMA sont des éléments effectivement incontestables, qui nous ont permis de faire de cette TMA un succès avec notre partenaire CGI. Voilà, on arrive au terme de la présentation. Vous retrouvez effectivement quelque part les contacts donc des principaux intervenants de notre partenaire, Anne-Sophie et Eddy. Et nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. J'ai peut-être des questions en fait qui seraient plutôt de l'ordre pratique que stratégique, parce qu'on avait déjà pas mal échangé ensemble sur la préparation justement du webinaire, et je pense que vous avez répondu vraiment à toutes les questions. Et moi, j'adhère vraiment dans la logique. Je trouve que c'est vraiment un beau témoignage, parce que c'est une belle logique, et je vous l'avais déjà évoqué, mais effectivement, je pense que pour les équipes, en termes d'engagement, c'est intéressant justement de pouvoir se déplacer progressivement l'incident vers le support, comme tu l'expliquais Pascal, et comme l'expliquait aussi Anne-Sophie, en fait, de sentir son métier valorisé, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et la logique que vous avez expliquée sur la façon effectivement de remonter les causes des incidents, d'identifier des problèmes et de réduire les sources à la base, cette logique-là aussi est très intéressante. En fait, elle demande une réflexion et un détail pointu. Je m'interrogeais moi sur techniquement, enfin pas techniquement, mais en fait on va dire comment sur la question de la seniorité, en fait, je trouve que ça peut être assez difficile d'avoir cet arbitrage en fonction des incidents, et de pouvoir identifier quand un incident arrive, à quel moment justement on va pouvoir le confier à un profil plus senior qu'un autre, parce que et parfois en fait on peut découvrir
des biais ou des choses, en fait. Donc, je voulais savoir un petit peu si vous aviez une organisation, des choses un peu marquantes autour de ça, parce que je trouve que c'est pas quelque chose d'évident. Autant sur les projets, en fait, on peut se dire, effectivement, ça nécessite une seniorité particulière, autant sur des incidents, on peut des fois être piégé en pensant ou un problème, on va dire que le problème est plus simple que la réalité. Donc, je voulais voir quelle approche vous aviez par rapport à ça, s'il y avait une approche particulière. Ou... Ouais, notre clé là-dessus, sur mettre le bon niveau de seniorité, c'est vraiment notre daily meeting qu'on a au quotidien, où on passe en revue vraiment toute l'activité support avec et notre focus systématiquement, c'est l'impact utilisateur, l'impact sur le métier de Seba, sur la production. Donc, au-delà, il y a effectivement, là, il y a plusieurs facteurs ensuite qui décident la seniorité. Il y a la complexité, mais il y a aussi ce niveau d'urgence et ce niveau d'impact qui fait que pour un sujet simple mais avec un impact assez fort, on va vouloir le sécuriser et mettre quelqu'un d'assez expérimenté pour accompagner même un junior. Après, sur des sujets un peu moins urgents, sur une phase d'analyse, on va regarder parfois conjointement. Ça va dépendre vraiment des sujets, ça dépend des périmètres fonctionnels aussi. Et est-ce que c'est un projet qu'on vient d'intégrer il n'y a pas très longtemps, on a fait un move to run et où on se sent plus ou moins à l'aise là-dessus. Donc, il y a vraiment pas mal de facteurs. La clé, c'est la communication. Et les consultants sont par domaine, que ce soit sur la finance, sur la production, travaillent vraiment très proches ensemble. Malgré le problème du distanciel, on passe nos journées ensemble au téléphone, par Teams, à échanger sur les sujets, sur la complexité, sur comment on s'organise. On travaille en binôme sur des incidents parfois, à plusieurs. Et on travaille beaucoup aussi avec le Run Manager, Pierre, de manière très, très proche sur ces sujets-là. Donc, la clé, c'est vraiment la collaboration et la communication. Ouais, vous avez développé, ce que vous expliquez, en fait, pas mal la notion de binôme, en fait, aussi, sur les incidents, en fait. Ouais, daily meeting et binôme, c'est vrai que tous les matins, il y a une revue des incidents et s'il faut en refaire un dans l'après-midi parce qu'il y a des points bloquants, on fait. La notion de binôme est très bien parce que ça assure et la continuité de service et la montée en compétences de plus junior. Et puis, le périmètre peut être très, très large. Donc, chacun aussi peut avoir sa spécialité. Alors, quand il y a des très grosses équipes, c'est facile. Quand la charge est moins importante et les équipes sont plus réduites, il faut cette notion de binôme parce qu'après, il faut aussi gérer les backups pendant les congés, etc. On a le vrai devoir de s'engager sur le même niveau de service, qu'il y ait des malades, des absents, des congés, etc. Donc, il faut vraiment une équipe soudée, mais des deux côtés, une équipe soudée CGI où tout le monde travaille ensemble, et puis aussi avec le client, parce qu'on reste très lié au client, même si le client nous confie la gestion de ces incidents. Oui, bonjour. Marcella Gerala d'Ipsos. Une première question concerne la langue. J'ai vu que donc, vous êtes implanté dans plusieurs pays, mais je ne suis pas certaine d'avoir compris si le support est fait directement aux utilisateurs finaux et donc dans la langue de ces utilisateurs ou si vous centralisez et traduisez, ou comment vous gérez ce facteur-là. Et la deuxième question, et j'imagine que CGI a aussi toute la richesse des expériences avec d'autres clients. Donc, comment vous partagez ce retour d'expérience sur d'autres clients? Je parle par exemple de patch qu'il faudrait installer, de localisation installée chez un autre client qu'il vaut mieux ne pas installer parce qu'ils ne sont pas encore mûrs. Voilà, ce genre d'informations. Donc, comment vous faites bénéficier vos clients de cette expérience-là? Merci. Merci. Je vais prendre la parole sur la première question et sur la première partie de la question, puis je laisserai Anne-Sophie et Eddie sur la deuxième, peut-être. Donc, sur la première, effectivement, les tickets sont normalement créés en anglais. Hein, donc, et quand ils ne sont pas créés en anglais, on retourne vers l'utilisateur pour qu'il soit créé en anglais. Voilà, ça c'est la langue un peu, la langue SEVA, on va dire anglais. Donc le français, la France crée ses tickets en français, mais les autres entités internationales créent les tickets en anglais et le support, les équipes CJ répondent en anglais ou en français quand c'est des tickets français. Donc là, il n'y a pas une adaptation locale, on ne répond pas en espagnol, ou c'est l'anglais qui est la langue SEVA ou par défaut le français. Voilà. Et en tout cas, le partenaire, c'était aussi un des prérequis.
c'est fonctionner de cette manière-là et ça fonctionne très bien. Alors, pour répondre à la deuxième question, en fait, une des forces aussi, c'est qu'on a un centre d'expertise mutualisé. Donc, certes, il y a des gens qui sont dédiés CEVA, mais tous ces gens-là sont intégrés dans un centre d'expertise où on gère des TMA pour plein d'autres clients. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'on fasse appel à des gens qui ne travaillent pas forcément sur le contexte CEVA, mais qui ont une expertise sur un domaine ou qui ont vu chez un autre client un sujet bien particulier et on fait appel à ces gens qui pourraient être plus seniors ou plus experts sur un domaine. Donc finalement, ce n'est pas juste les gens qui travaillent pour CEVA qui sont présents, mais on fait vraiment appel à l'ensemble de la communauté JDE chez CGI. Et ça, c'est aussi une vraie force. Et nous, en interne, on organise aussi des séances d'information, de formation ou de retour d'expérience de sujets qu'on a pu voir chez d'autres clients. Donc, ça permet de faire circuler les bonnes interventions et de capitaliser. On n'est pas, en effet, pas de réinventer la poudre à chaque fois qu'on découvre quelque chose chez un client. Donc, il y a une vraie circulation d'informations. Et bien évidemment, si besoin, on en fait partager des nouveautés ou des pages, des choses comme ça chez d'autres clients. Donc ça, c'est plus de la gestion interne en fait de l'équipe de la communauté JDE, d'apprendre et de s'entraider entre les différentes TMA. Et je crois beaucoup à la mutualisation des équipes. On a dans l'équipe CEVA, tout le monde n'intervient pas à temps plein. Il y a des gens qui sont à temps plein, mais d'autres qui interviennent qu'à temps partiel, à mi-temps, et qui interviennent aussi chez d'autres clients. Ça permet, déjà, ça peut être aussi une source de motivation pour certains consultants, même si ce n'est pas toujours facile parfois de se partager entre deux clients. Et puis, ça enrichit les compétences. Donc, les plus juniors, souvent, sont à 100% chez un client, parce que c'est plus simple. Dès que les gens ont un peu plus de seniorité, souvent, ils partagent leurs activités entre deux clients. Et ça permet vraiment de connaître plus de choses, en fait, et de rencontrer plus de cas différents et d'améliorer le service rendu au client. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on pourra clore le webinaire ici. Je lancerai peut-être la parole à Pascal, Anne-Sophie et Eddy pour un dernier mot éventuellement. En tout cas, je voulais tenir à vous remercier au nom des clubs pour ce fort témoignage riche en transparence, comme je le disais, et puis sur le plan enrichissant également sur le plan stratégique et, en termes d'organisation. Donc, merci à vous pour ce beau témoignage qu'on pourra retrouver en replay en plus sur la chaîne des clubs utilisateurs. Donc merci beaucoup. Pascal, je te rends la parole. Non, mais rien de spécial. Merci de nous avoir donné l'opportunité aussi de partager cette expérience et merci à CGI de nous avoir accompagnés. Ouais, je remercie également le club et puis CEVA parce que c'est vraiment, c'est très enrichissant de travailler en toute confiance, en toute transparence. Et le mot de la fin, c'est ça, c'est confiance et transparence, je pense, pour réussite d'une TMA.